En chantier depuis plusieurs années, la nouvelle norme de l'AFNOR sur les soft skills, la norme AFNOR XP 50766, vient d'être rendue publique début 2025. Mon invité, Jérémy Lamry, a participé à sa construction en tant que coordinateur du groupe de travail de l'AFNOR. Aujourd'hui, il revient sur cette nouvelle norme expérimentale d'envergure qui vise à encadrer la définition et l'utilisation des compétences comportementales. Bonjour Jérémy. Bonjour Manon. Petite question d'introduction pour commencer. Vous, votre définition des soft skills en quelques mots, de manière assez personnelle? Alors, pour moi, les soft skills, ça rassemble toutes les capacités qui vont nous permettre d'apprendre, de réfléchir et d'interagir. Donc, en gros, toutes les capacités qui vont nous permettre de nous adapter face à des nouvelles situations. Parce que quand on est dans des situations qu'on maîtrise, on va plutôt faire appel à des réflexes, à des choses déjà acquises. Et donc, les soft skills vont concerner tout ce qui va nous permettre d'aller faire face à ce qu'on ne connaît pas. Jérémy, je l'ai dit en introduction, vous avez participé à la construction de la nouvelle norme de l'AFNOR sur les soft skills. Pour commencer par le commencement, finalement, pourquoi une norme soft skills était-elle nécessaire à la base? Alors déjà, quand on parle de normes soft skills, beaucoup de personnes pensent qu'on essaye de réguler les soft skills, de cadrer les capacités à s'adapter. Donc il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est déjà, en France, pour parler de ce sujet, on utilise un terme anglo-saxon, soft skills. Donc il y avait déjà la nécessité de s'approprier culturellement le sujet des soft skills. C'est fait aujourd'hui et avec la norme, on a redéfini le terme de soft skills en termes de habileté socio-cognitive. Donc c'est un terme qui peut paraître un peu barbare, mais qui correspond beaucoup mieux à ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'elles vont toucher à nos capacités à apprendre, réfléchir et interagir, socio-cognitif. Et à côté de ça, il y a un besoin sur le marché de pouvoir avoir une sorte de langage commun. Donc le langage commun, c'est toujours à la base de la capacité des gens à pouvoir faire société. Et en fait, quand aujourd'hui une entreprise parle des soft skills, elle parle peut-être pas de la même créativité que l'éditeur de logiciel qui va lui faire un test de recrutement dessus ou que l'entreprise d'à côté. Et donc, quand on dit on recrute sur les soft skills ou on forme des soft skills, personne ne fait la même chose. Donc, il y avait un vrai besoin de poser un langage commun et l'objectif premier de cette norme, c'est ça. Vous avez été coordinateur du groupe de travail, justement, de cette norme. Quels sont les autres acteurs qui étaient impliqués avec vous et avec qui vous avez travaillé? Alors, c'est important de le souligner, un projet comme ça, pour qu'il fonctionne, il doit impliquer ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc, il doit impliquer les parties prenantes en lien avec le sujet, donc c'est-à-dire des organismes de formation qui vont développer des soft skills, des recruteurs dans des entreprises, des cabinets de recrutement, des laboratoires de recherche qui travaillent en sciences sociales, tous les acteurs, même des consultants, des coachs, tous les gens qui vont travailler avec ce sujet des soft skills. Donc, dans le groupe de travail, en tout, c'était plus d'une trentaine de personnes qui se sont impliquées. Et dans le temps, il y a des personnes qui ont eu des obligations qui se sont un peu désengagées, mais on a eu un noyau dur d'une dizaine de personnes qui a vraiment tenu tout le long, et c'est ça qui a permis la richesse de la norme, c'est la diversité des regards. Et comment ça s'est passé, la construction de cette norme? Parce que normalement, elle devait être publiée fin 2023, elle a été repoussée finalement à début 2025. Pourquoi ça a pris plus de temps que prévu? Cette norme, elle est un peu particulière. L'AFNOR a une très grande habitude de faire des normes, mais là, on est parti sur ce qu'on appelle une norme expérimentale. Pourquoi? Parce que sur le sujet des soft skills, on est vraiment dans les sciences sociales et il n'y a pas de vérité. Il ne s'agit pas de dire ça, c'est la vérité, il s'agit de dire on est d'accord avec cette version. Et en fait, quand on va chercher du consensus, que l'objectif, c'est surtout d'être d'accord sur quelque chose où tout le monde peut avoir son opinion, et bien en fait, ça prend plus de temps. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que chacun a ses représentations, chacun a ses expertises, et donc il a fallu mettre tout le monde un peu sur un même pied d'égalité en termes de capacité à comprendre la profondeur du sujet, puis ensuite trouver des langages qui correspondaient à tous les usages, parce qu'il fallait que ça parle pour les gens du recrutement, pour les gens de la formation, pour les gens de la recherche, etc. Et justement, on va y venir dans la deuxième partie de l'interview. J'aimerais évoquer avec vous les enjeux et les impacts que cette norme va avoir ou commence déjà à avoir sur les entreprises et les individus. Premièrement, finalement, à quoi elle sert? Enfin, quel changement concret elle va apporter, cette norme? Cette norme, il faut la voir un peu comme les fondations d'une maison. Donc pour pouvoir construire haut, il faut creuser profond. Et cette norme, elle est allée chercher très loin dans la matière du langage que sont les soft skills pour pouvoir fournir au marché, donc les formateurs, les éditeurs de logiciels, les recruteurs, etc., une manière commune de parler des soft skills. À partir de là, quand un éditeur de logiciels demain va créer un test pour évaluer des soft skills,
il parlera exactement le même langage qu'une entreprise qui veut recruter sur les soft skills. Et donc, en fait, pour l'instant, cette norme, ce n'est pas un produit. Ce n'est pas quelque chose qui va demain changer le recrutement ou la formation. C'est un outil pour les acteurs qui utilisent le sujet des soft skills. Et donc là, en fait, c'est pour ça que c'est une norme expérimentale, valable jusqu'en 2028, parce que pendant 3 ans, on a besoin de voir si le marché est capable de s'en emparer. Les retours que le marché fait aussi en disant « nous, il nous faudrait plus ça ou ça ». Et dans 3 ans, on re-challenge la norme, soit pour la rendre définitive, soit pour se dire « sous cette version, ça ne marche pas, il faut faire différemment ». Et ça, je pense que ça correspond beaucoup aux logiques actuelles. Si on arrête de penser que les choses sont définitives, qu'on a fait des vérités pour toujours, et on est plus OK avec l'idée d'expérimenter pour voir la valeur réelle que ça crée. Okay. Donc, pour résumer rapidement, l'idée de la norme, c'est que tout le monde ait le même niveau de compréhension quand on parle de soft skills. C'est beaucoup mieux dit, Manon, vous auriez dû gérer la norme. Alors, comment est-ce que les acteurs du recrutement et de la formation peuvent s'approprier cette norme justement au quotidien dans leur mission? Donc, dans les entreprises et plus généralement, quand on veut aller créer des offres d'emploi, quand on veut créer des parcours de carrière, des programmes de formation, on doit développer ce qu'on appelle des référentiels de compétences. Et dans ces référentiels de compétences, on va avoir les compétences techniques, etc. Et tout un volet autour de ces fameuses soft skills. Suivant les entreprises, on va appeler ça compétences comportementales, habiletés socio-cognitives, tout le monde en parle différemment. Là, l'objectif déjà, c'est que tout le monde en parle de la même manière. Et ça, c'est important parce que, par exemple, dans une même entreprise, ça n'arrive pratiquement jamais que les gens du recrutement utilisent le même langage que les gens de la formation ou que les gens de la mobilité interne. Et donc, rien que le fait au sein d'une entreprise de pouvoir avoir un langage commun pour parler de ces soft skills, ça va permettre de plus facilement relier les différentes fonctions qui travaillent dans les ressources humaines. Ok. Donc, finalement, on parlera plus de soft skills bientôt, mais d'habilités socio-cognitives. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que, en fait, avoir un terme français, c'est important culturellement. En revanche, si les gens préfèrent garder soft skills parce qu'ils ont l'habitude, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce qu'ils mettent derrière, ce soit la même chose. Ouais, c'est ça, ok. Merci Jérémy. Troisième partie de l'interview, vous en avez parlé juste précédemment, c'est une norme qui se veut expérimentale. Un réexamen est prévu en 2028. Comment est-ce que vous voyez cette norme évoluer dans les années à venir, justement ? Je pense que cette norme, et c'est très bien qu'elle soit expérimentale, et ça c'était la volonté de Fatma Ben Salem, qui est la chef de projet à l'AFNOR, qui a permis d'initier ce projet. Et derrière l'intérêt d'une norme expérimentale, c'est de se dire en fait peut-être que la fin, ce qui va se passer dans l'avenir, c'est pas ça. À titre personnel, moi je fais des recherches autour du sujet même de la compétence, et je porte une conviction assez profonde que ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills, c'est juste une vue de l'esprit. L'univers n'est pas découpé en 2 types de compétences. Pour moi, il y a la compétence et toutes ces petites composantes en dessous. Et en vrai, quelle que soit la compétence, c'est toujours les mêmes composantes, mais pas nécessairement dans les mêmes proportions. Donc je pense que cette norme, elle a un rôle fondamental dans les années à venir, c'est de sensibiliser les organisations et tous les acteurs sur le fait que aller recruter et développer ces compétences-là, ça ne se fait pas de la même manière. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai dit compétences, alors que dans la norme, on parle plus de capacité. Parce qu'on dit que c'est des ingrédients pour construire des compétences. Et donc, ça ne se développe pas, ça ne s'identifie pas de la même manière. Donc, si dans les 3 ans qui viennent, ça permet à l'ensemble du marché d'aller vers ce niveau-là de compréhension déjà, après, on sera OK pour aller vers tout un tas d'autres modèles de compétences, etc. Donc, cette norme, elle a une portée culturelle avant tout. Et donc, elle va être réexaminée en 2028. Est-ce qu'elle sera encore, à partir de ce moment-là, toujours expérimentale ? Ça a une vocation expérimentale sur le long terme? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en fait, il est possible qu'on se dise on a besoin d'une nouvelle phase expérimentale. Il est possible qu'on se dise ça marche très bien et on la fiche dans le marbre. Ou il est possible qu'on se dise en fait cette norme ne fonctionne pas, il faut l'arrêter. Donc il y a 3 réalités possibles. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'à l'AFNOR en ce moment, s'intéresse à 2 possibilités pour cette norme, c'est-à-dire utiliser cette norme comme une base pour 2 nouvelles normes. C'est un peu les normes qui font des petits. Et donc, on pourrait par exemple imaginer, parce que c'est bien de dire voilà ce que sont les habiletés socio-cognitives, voilà ce que sont les soft skills, mais c'est bien de dire du coup, comment je développe les soft skills et comment j'identifie les soft skills en recrutement. Ben ça peut faire 2 normes. Potentiellement, des groupes de travail pourraient émerger dans les prochains mois
pour créer ces deux normes qui seraient directement utiles au marché. Merci beaucoup, Jérémy. Merci Manon.